arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Hello les amis, comment ça va aujourd'hui ? Eh ben ça va bien. Très bien. On voit le soleil par la fenêtre. Un peu dans la lune, eh bien nous allons prendre justement un peu de hauteur aujourd'hui. Et si vous pensez que le sujet n'est pas très sexy, eh bien vous allez changer d'avis dans un instant. Imaginez le sujet du jour qui mêle tellement d'enjeux. D'abord, le concours de celui qui a la plus grosse fusée. Ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment, il y a une bataille presque planétaire entre les deux hommes les plus riches du monde, à savoir Elon Musk avec sa société SpaceX, vous commencez à deviner le sujet, et Jeff Bezos, patron d'Amazon, avec son programme Blue Origin. D'autres sujets dans la conquête spatiale, puisque c'est notre thème ce matin, c'est bien sûr les enjeux géopolitiques, C'est les Star enjeux Wars, alors. scientifiques. C'est peut-être Star Wars. Et puis, c'est un sujet où il y a à la fois de la compétition, je viens d'en parler, et aussi de la collaboration. Il y a du génie humain, et même Elon Musk, toujours lui, dit... Nous sommes dans une nouvelle ère d'exploration spatiale. Ça n'a pas pu vous échapper dans l'actualité récente, ce qui se passe au niveau de Mars d'une part et de l'ISS d'autre part. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, restez avec nous, ça sera beaucoup plus clair dans un instant. Tiens, j'ai une pensée émue quand même, puisque je parlais des hommes les plus riches du monde. Une pensée émue et un peu grave peut-être pour Mark Zuckerberg, patron de Facebook, qui n'est que le 5e homme le plus riche c'est vrai, du tu as monde. raison. Une minute de silence. La vie est difficile. Voilà, donc Tout La à vie est l'espoir, il y a de difficile. l'espoir. Il peut encore se battre pour monter dans l'échelon des j'aime bien milliardaires. cette énergie de rebond, tout à fait. Et puis encore un autre sujet lié à cette conquête spatiale, c'est que ça interroge le rapport à l'échec, parce qu'environ une mission, en gros, 1 sur 2, échoue quand même. On peut avoir tendance à l'oublier, alors que les exploits récents sont bien sûr mis à l'honneur. Question de tour de table pour démarrer, l'équipe au complet. À l'annonce du sujet, comment vous vous sentiez ? Tiens, ouais, c'est pas mal. Ah, tiens, ça change. Ou, oh mince, qu'est-ce qui nous a foutu encore Philippe ? Et comment vous étiez une fois que vous avez préparé le sujet ? En tout cas, pour ceux qui l'ont préparé. C'est ma question de tour de table. C'est parti. Avant, après préparation. Eh bien, moi, Thierry. quand j'ai vu le sujet, j'ai tout de suite pensé aux photos Instagram de Thomas Pesquet depuis l'ISS. Donc, j'étais là, ah bah oui, pourquoi pas. Ok. Et après l'avoir préparé, un sentiment mitigé entre de la fascination, vraiment, Ouais. mais aussi un peu de révolte, un peu d'incompréhension sur tout ce qui se passe et les enjeux que tu as dit en préambule. D'accord. Waouh. Super. David ? Moi, je me suis dit, tiens, il y aura moins de préparation cette fois-ci, parce que c'est un sujet que je mange en sucrerie un peu tous les jours. J'adore regarder ces informations de conquête spatiale. Ça bouge pas mal quand même, donc il y a toujours de quoi se déguster, je trouve. Il y a toujours de nouvelles sucreries. Oui. Süßigkeit en allemand, on dit. D'accord, et bien c'est bien. En plus, on a le cours de langue. Eh bien, écoute, Anita. d'emblée, Thomas Pesquet également, puisque j'avais suivi ça, je suivais ça. Et puis, attendez, je fais partie des anciennes. Moi, ça, je me souviens du premier pas sur la Lune. Moi, j'aime la conquête spatiale. Ok, c'est un sujet bingo alors. Alors peut-être que Marc va casser un peu nos ardeurs. Oh, je ne sais que répondre, puisque je ne veux pas dévoiler ce que je dirais dans ma confession tout à l'heure. Donc, non, entre la dépose de ton sujet, la connaissance de ton sujet et la recherche un petit peu que j'ai faite, pas de bouleversement ou de révélation sensationnelle. Ok, allez, on va passer aux faits et contexte. Et aujourd'hui, c'est Thierry. Et c'est même David. Là, Et c'est même David. frayeur, mais C'est c'est même la Même sienne. David. Là, ils commençaient à tous les deux se dire, mince, mais moi, j'ai pas préparé, qu'est-ce que je fais ? David. Alors, j'y vais. Donc, où en est la conquête spatiale aujourd'hui ? Alors, il faudrait plutôt parler de quête spatiale, parce que l'humanité ne quitte la Terre que du bout des pieds actuellement encore, et toujours pas loin de son berceau. Alors, le premier terrain de jeu, c'est l'orbite terrestre basse, à 300-400 km d'altitude. C'est la Station spatiale internationale qui s'y trouve et qui accueille habituellement, donc l'ISS en anglais, qui
accueille habituellement 6 membres d'équipage. Et là, ils sont montés à 11 quand une nouvelle équipe avec Thomas Pesquet, notre Français national, Le Toulousain, je crois. a rejoint la station le 23 avril dernier pour remplacer la précédente équipe qui va redescendre, peut-être déjà redescendue. déjà redescendue. Voilà, c'est ça. Alors, donc c'est fait par des équipes internationales. Thomas Pesquet, lui, représente l'Europe, pas la France. Qu'est-ce qu'ils y font ? Eh bien, des études biologiques sur le comportement des êtres vivants dans l'espace, ce qui intéresse aussi les futurs voyageurs de longue durée, et, des expériences de physique en apesanteur et l'étude de la Terre, en particulier pour mieux comprendre le climat et les changements actuels. Et c'est important de bien mesurer ça. Premier espace de jeu bien sympathique, mais personne n'a oublié le gigantesque bac à sable 300 000 km plus loin, que les Américains ont foulé pour la dernière fois en 1972, après avoir ramené sur Terre 380 kilos d'échantillons lunaires. Les Chinois en ont rapporté récemment quelques nouveaux échantillons dans des endroits où l'on espère trouver de l'eau. Et car effectivement, on pense à y retourner. Très sérieusement, les Américains ont aujourd'hui un plan très précis pour y retourner en 2024. Envoyer une base spatiale autour de la Lune qui servira de port d'attache pour leur vaisseau Orion, qui amènera un équipage qui lui-même descendra sur la Lune avec le HLS, le Human Landing System, une sorte d'ascenseur, quoi. Un programme complexe, ambitieux et coûteux. Mais la NASA a fait appel à des sociétés privées pour plusieurs de ces vaisseaux, en particulier le HLS, le module d'atterrissage. 3 sociétés mises en concurrence, comme tu l'as dit, le SpaceX d'Elon Musk, Blue Origin de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et une société Dynetics. C'est SpaceX qui a été désigné le 16 avril, selon une procédure contestable et contestée, puisque la décision a été suspendue il y a quelques jours par la NASA après les plaintes de Jeff Bezos. La concurrence est donc rude entre ces milliardaires qui y voient un formidable nouveau marché, mais aussi un accomplissement de leur vision personnelle. Ainsi, Elon Musk considère que l'humanité ne doit pas prendre le risque que la Terre devienne invivable et d'y rester bloquée et que l'humanité disparaisse. Il faut donc qu'elle quitte son berceau au plus vite. Il est déjà en train de mettre au point le Starship, qui doit pouvoir emporter un équipage sur Mars. Pour l'instant, il se crache encore souvent à l'atterrissage lors des essais, mais SpaceX progresse très vite. Et d'ici là, plein de petits robots explorent le sol martien. Persévérance, récemment arrivé, creuse des trous dans un cratère qui pourrait accueillir des traces de vie anciennes. Il a même apporté un petit drone qui a fait ses premiers envols. Et dans quelques années, un autre robot viendra, qui n'est pas encore au point, viendra ramasser ces échantillons pour les renvoyer sur Terre. Il sera français, je crois, celui-ci. Européen. Européen. Ah là 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 là. Toi, qu'est-ce qui se passe toujours Ah ouais, bah oui, aussi, Europe. Heureusement. Et au-delà, des sondes étudient d'autres planètes et leurs satellites. On espérait trouver de la vie sur Titan avec la sonde Huygens il y a plusieurs années. Et on s'intéresse beaucoup à Encelade, un autre satellite de Saturne, qui pourrait abriter sous sa glace un océan gorgé peut-être de petites créatures sous-marines. Et au-delà du système solaire, eh bien, l'étoile la plus proche est à 4 années-lumière, c'est-à-dire 10 000 milliards de kilomètres, une distance considérable que l'on... Enfin, 40 000 milliards de kilomètres, une distance considérable que l'on pourrait faire franchir à de toutes petites sondes que l'on accélérerait avec des lasers surpuissants. Waouh, waouh, waouh. Voilà pour moi. Donc c'est bien Star Wars le sujet. Oui. Allez, merci David pour tes sucreries. Allez, on complète fait et contexte. J'ai noté aussi que les 380 kilos d'échantillons, on parlait d'enjeux scientifiques, ont accouché de 12 000 publications. Hein, donc c'est un formidable gisement aussi de publications scientifiques dès qu'il y a le moindre gramme qui est ramené ici. Allez, d'autres faits et contextes pour éclairer notre audience. Eh ben, un petit zoom touristique si on veut aller sur Mars. C'est 55 millions de kilomètres, 6 à 7 mois de voyage actuellement. Ah oui. Et vous trouverez 96% de CO2 et une température de moins 63 degrés. En moyenne. Voilà, ok, donc c'est pas le paradis quand même. Ce n'est pas le maillot de bain, c'est le manteau de furion. Une petite précision, Elon Musk, en fait, d'après son... Parce qu'effectivement, il a une vision, hein, David, c'est plutôt qu'il y ait une partie de l'humanité, si j'ai bien compris, qui survive alors qu'il y a une catastrophe sur Terre pour pouvoir y revenir. Il ne considère pas forcément une colonisation ad vita aeternam. Hein, oui, enfin, à un moment donné, si... Peut-être. Enfin, c'est juste de ne pas rester bloqué pour lui. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un plan B, quoi. Hein, on va savoir quand même qu'il a quand même aussi l'objectif d'essayer de sauver la Terre. Hein. C'est-à-dire que pour lui, au passage aux renouvelables, aux énergies renouvelables et tout ça, il a une vision. Mais dans sa vision un peu plus grande que nos petits esprits, il dit, bon, ben, il ne faut pas rester sur Terre, il faut
faut s'étendre. Ouais, d'autres faits et contextes, Marc, après Thierry. Juste une réaction par rapport à la présentation des faits, en fait 2 réactions par rapport à la présentation des faits de David. La première chose, c'est qu'effectivement, on est quand même dans un sujet assez différent. On parle de l'espace. Alors l'espace, il est énorme, il est multiple, mais pour l'instant, il y a 3 objectifs. Il y a la navette spatiale, dont on a parlé beaucoup avec Pesquet. Donc là, c'est pas si loin. Station spatiale. La station spatiale, pardon. Un petit moment la station spatiale. l'ISS, ouais. C'est pas si loin que ça. Et là, c'est vraiment d'observer la Terre, finalement, d'un peu plus haut. On prend de la distance, 740 on prend de la kilomètres, hauteur, c'est le cas de le dire, pour observer un peu ce qui se passe. Ouais. La Lune, Ouais. avec toujours cette ambition, parce que c'est la planète la plus proche. Et qui peut servir de base, comme le disait David. Voilà. Et puis Mars, avec éventuellement un certain nombre de fantasmes qu'il y a derrière. Donc, on est là dans des logiques scientifiques qui, en particulier pour les lanceurs, sont à peu près identiques, mais on n'est pas dans les mêmes réalités, les mêmes attentes. La deuxième chose, mais... on vient de le dire à travers Anita, moi j'ai toujours du mal quand on me parle de 55 milliards de kilomètres, etc. C'est un peu comme cette crise sanitaire où on parlait de milliards de... Qu'est-ce que ça représente ? J'ai du mal à l'évaluer. C'est important de dire que, bah oui, dans la situation actuelle, il faut 6 à 7 mois pour atteindre cet objectif-là. Donc voilà. Et puis, la toute petite chose, c'est de me dire, mais... J'y reviendrai dans ma confession, quel plaisir. Là, en l'occurrence, pour la station spatiale, pendant quelques jours, ils ont vécu dans un espace excessivement réduit à 11. Heureusement, il y en a qui sont revenus sur la Terre, mais je me dis, quelle angoisse. Il n'y avait, je crois, que 6 ou 7 positions de lit dans cette... Et donc, pendant ce temps-là, un peu comme dans les prisons, d'une certaine manière, et la surpopulation, il a fallu trouver des solutions pour que ceux qui sont arrivés puissent dormir et ceux qui allaient partir trouvent une petite place avant de redescendre sur Terre. Ouais, et comme dans un gîte de vacances, quand des amis supplémentaires arrivent. Voilà, en tout cas, vous avez dû peut-être voir les images. Thierry, d'autres choses en termes fait et contexte ? J'en ai une ou deux encore. Ouais. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est une vidéo un peu en time-lapse qui montre le nombre de satellites et des objets qui flottent un peu partout depuis, depuis 50 ans, par exemple. Et en fait, on est sur le périph' parisien avec des bouchons énormes, avec plein de choses. Je ne sais pas combien exactement. Et une deuxième chose qui m'a marqué, c'est à travers ces expériences qui sont faites, on parle de Thomas Pesquet sur l'ISS, mais de toutes celles qui sont faites par d'autres personnes aussi, c'est que ces expériences-là, donc elles servent aussi sur la Terre, etc., et pour des questions médicales, et je pense qu'on en parlera, mais c'est aussi de se dire, je fais des expériences pour voir jusqu'où on peut aller. Ouais. Et vraiment, toujours cette idée, qui n'est pas forcément mauvaise, mais de dire jusqu'où on est prêt à pousser le bouchon pour aller plus loin. C'est pas juste faire une expérience pour faire une expérience, sans dénigrer, mais vraiment pour aller plus loin encore après. Okay. Et vous devenez vachement philosophique, là, on est toujours dans la rubrique fait et contexte. Hein. Alors, j'ai un petit point d'information à donner pour les échelles. David, pour envoyer une fusée qui arrive à se mettre en orbite, il faut aller atteindre la vitesse de 28 000 km/h. 28 000 km/h, bon, c'est une bonne vitesse. Et à ce moment-là, on peut tourner. Les sondes qui ont été envoyées après tournent à peu près à 40-50 000 km/h. Et il y en a récemment une qui va vers la Lune, qui étudie le Soleil, et qui, elle, a été accélérée par le Soleil et qui a atteint la vitesse record de 500 000 km/h. Voilà, 500 000 km, 10 fois plus. Donc vraiment, le record de vitesse humain, c'est 500 000 km/h. Avec 500 000 km/h, il faut 2000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, qui a 4 années-lumière. Voilà. Waouh. Ok. Et continuons actuellement donc sur Mars. Anita. On a à la fois les Chinois, on a les États-Unis. Les Émirats Arabes Unis, ça vous a pas échappé, et ça. Voilà, quand même. Et l'Europe, quand même, qui est partie et l'Europe plus, sur la station, effectivement. L'Europe semble plus tourner actuellement vers l'étude de la Terre, tandis que les autres semblent plutôt aller vers une conquête. Il y a une mission européenne qui s'appelle ExoMars, qui a été repoussée en 2022, qui devait avoir lieu l'année dernière. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté également, qu'on voit effectivement sur les photos, des traces de lacs et de deltas. Donc même pour les plus sceptiques d'entre nous, c'est une réalité qu'on peut observer. Ça, c'est pour Mars. Sur Mars, ouais. On voit des trous et des bosses, quoi.
On a maintenant à peu près la certitude qu'il y a eu de ça l'eau. ressemble furieusement à Oui. Delta, à un lac. Femme de faible foi. Anita. Je vois des grands c'est trous et des intéressant, on y grands reviendra. Parce que Ouais. je pense qu'il faut avoir la foi, effectivement, Oh là là dans toutes ces démarches-là. Ok, bon, tiens. Mais quelle foi! Je pense qu'on a terminé sur les faits et sur les contextes. Et du coup, on va entamer enchaîner avec la confession. Hein. C'est pas mal, ça. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Et c'est Marc. Mes amis, je dois vous le confesser, je ne suis vraiment pas un passionné de la recherche spatiale. Et d'ailleurs, je me pose souvent la question, est-il vraiment nécessaire d'aller voir sur la Lune ou sur Mars si notre avenir d'humain peut se jouer là-haut? Oui, je suis un rabat-joie. Sans nier les avancées scientifiques que de telles aventures permettent, je me dis que la mobilisation des cerveaux, des finances et des politiques me semble plus primordiale pour répondre aux enjeux de notre planète. Mais je vous le dis, je suis un rabat-joie. Et pourtant, j'aime l'aventure et je suis curieux de découvrir ce que je ne connais pas. Mais sans doute, le périmètre de notre Terre me suffit-il. Et quand je vois néanmoins les photos prises de la navette spatiale, de la station spatiale, je me dis, quelle est belle notre Terre. Et quelle responsabilité nous avons pour tenter de ne pas la détériorer, au risque qu'elle devienne inhabitable pour les générations à venir. Nous serions peut-être alors dans l'obligation de trouver refuge sur la Lune ou sur Mars. Mais de vous à moi, la configuration de ces planètes provoque-t-elle en vous une sensation excitante m'invitant à dire « Oh là là, qu'il serait bon de vivre là-bas !» L'évolution du financement de la conquête spatiale m'inquiète également. Pour répondre aux exigences exceptionnelles de recherche de fonds, les États cherchent, auprès de financeurs privés, les recettes nécessaires. Et le combat est rude entre les multimilliardaires avides de nouveaux investissements. On voit bien que la recherche ne peut plus se passer de l'investissement privé, avec le risque d'imposer rapidement aux États ces exigences. États qui pourront alors, comme dans de multiples autres secteurs d'activité, ne plus rien contrôler. Je ne peux cacher ma crainte qu'au nom de la recherche sur le commencement de la vie, nous ne cherchions à déshumaniser la vie. Pour terminer, je souhaite vous partager une dernière contradiction. La quête de l'espace, c'est un terrain favorable aux ambitions géopolitiques. Qui des États-Unis, de la Chine, du monde arabe, de la Russie, sera demain le maître de l'espace? Et l'Europe, dans tout cela, paraît dépassée. Cependant, j'aurais tendance à plutôt me réjouir d'une stratégie européenne consciente des limites de son potentiel économique et donc appelant à la coopération, au partenariat, à la solidarité pour aller de l'avant. Mais sans doute suis-je bien naïf de croire que la conquête spatiale se développera grâce à une démarche collaborative capable de dépasser les intérêts d'État et les intérêts privés. Merci Marc. Juste une précision, le maître de l'espace, c'est Goldorak, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aller derrière la Lune pour voir ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y avait une base lunaire derrière la Lune, des extraterrestres qui voulaient nous envahir. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la Lune devenait rouge quand il y avait une attaque de Vega. Exactement. Ok, ça trahit un peu nos Passionné de âges. science-fiction. Là, je me sens complètement décroché. David et moi, nous avons le même âge, au cas où vous ne l'auriez pas capté. Donc, on a quelques stigmates de dessins animés. Allez, réaction par rapport à la confession. Quelles sont les ficelles, pas trop grosses d'ailleurs, qu'on peut tirer suite à cette confession? Sur la question de la collaboration, et c'est ton dernier point, c'est vrai qu'il y a cette bataille, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'entre Musk
Et Bezos, c'est la même nationalité, si je ne me trompe pas. Donc il y a déjà cette petite bataille aussi. Sur les 5 hommes les plus riches au monde, il y en a 4 qui sont américains. Hein. Voilà. Il y a Bernard Arnault, hein, qui est français. Ah, exactement. Voilà. Mais l'expérience Emirati dont on parlait avant, là, pour le coup, c'est un modèle de collaboration aussi. Ouais. Il y a des Français, enfin, il y a des Européens, donc des Français, des Chinois, des Américains qui ont travaillé là-dessus. Donc oui, c'est le drapeau ou c'est les Émirats qui sont peut-être sur la photo, mais on est quand même sur une collaboration parce qu'eux-mêmes l'avouent qu'ils n'ont pas encore toutes les ficelles pour pouvoir tenter ce genre d'expérience. Donc oui, il y a ce côté on se fait la guerre, mais je pense que le jour où on arrivera peut-être à développer quelque chose de plus important ou de plus... j'allais dire terre à terre, sur Mars, ça sera, je pense, le fruit quand même d'une collaboration, mais pas juste d'une guerre d'ego de qui ira plus loin. Ouais, moi je pense que ça représente bien la complexité de l'être humain, qui est toujours une tension entre ce besoin de paraître, d'être reconnu, et puis un besoin de collaborer. Donc il y a beaucoup de fierté nationale, il y a beaucoup d'enjeux de fierté nationale, entre autres pour la Chine particulièrement en ce moment. Donc, Oui, la collaboration avec la Chine ne se fait pas si facilement. Non, la Chine, c'est un petit peu à part. Un peu tendu. Ils ont leur propre programme. Alors, il y aura certainement, je l'espère, et je pense que ça sera logique pour Mars, une collaboration internationale. Mais on ne sait pas, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, je voulais juste aussi noter, parce que tu semblais dire que en fait, la recherche spatiale est financée par les privés. Ce n'est pas tout à fait ça, parce que la NASA, d'ailleurs, a toujours fait appel à des sous-traitants privés, même pour le programme Apollo et tout ça, puisqu'il y avait Lockheed et puis d'autres sociétés qui étaient là, et qui finalement donnaient de l'emploi à tout un secteur industriel des États-Unis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que même sur Mars, alors qu'il y a SpaceX, il y a quand même d'autres sociétés, enfin ils essayent un petit peu d'arroser tout le monde, parce qu'il y a des emplois à maintenir. En fait, ce qu'apportent ces milliardaires, c'est surtout effectivement une capacité d'investissement pour réduire le coût des lanceurs et en faire des lanceurs réutilisables. Voilà, donc en fait, il y a toute une logique industrielle qu'ils ont mis en œuvre. Alors, ils auront leur propre activité privée, mais finalement, le programme lunaire, il est payé par les impôts principalement des Américains. En fait, je pense qu'on est bien sur la palette habituelle de l'être humain, qui à la fois va à la recherche, à la découverte de certaines choses par une envie de découvrir, une curiosité fondamentale. C'est une nouvelle exploration. Voilà, c'est une nouvelle exploration. On a toujours connu ça. En même temps, on a bien immédiatement des enjeux géopolitiques, des enjeux scientifiques, des enjeux commerciaux. L'histoire de la Lune, c'est bien aussi la rivalité entre les États-Unis et l'URSS qui a joué aussi, qui a fait qu'il a fallu démontrer, les États-Unis ont voulu démontrer qu'ils étaient les plus forts dans cet endroit-là. Donc on est bien aussi sur un combat idéologique qui se joue derrière ces pays qui s'engagent. Participer à une conquête spatiale donne symboliquement quelque chose de prestigieux, même si ça ne règle pas tous les problèmes, si ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs dans tous les domaines. Donc oui, et notamment sur Terre. Ça semblait relever dans ta confession, Marc, punaise. Et effectivement, on peut s'interroger en disant, on injecte de l'argent dans cette recherche-là, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de l'injecter en retour sur la Terre ? C'est-à-dire, on peut se poser cette question-là. Et en même temps, je suis persuadé qu'on est dans un système de pensée, de fonctionnement, de scientifique, et que ce que l'on découvre sur la Terre ou ce que l'on découvre sur la Lune et sur Mars peut globalement servir à tout le monde. En tout cas, l'ISS, le lien est clairement fait. Mais c'est vrai que c'est un peu un laboratoire dans l'espace. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Marc, par rapport à nos réactions Oui, ce que vient de dire Anita me fait penser et me rappelle bon nombre de nos émissions. En l'occurrence, c'est le fait que, bien évidemment, en particulier les scientifiques, ont la volonté de découvrir, de se dire où on va et quel potentiel possible pour demain. D'autres, et en particulier parmi les milliardaires, s'interrogent, et moi ça m'interroge, sur finalement la création de la vie. D'où vient la vie ? Qu'est-ce que la vie ? Et je ne peux séparer pour cela l'idéologie du transhumanisme avec cette quête de se dire on va à la recherche d'une vie, et c'est pour ça que je le mettais dans ma confession, qui peut paraître un peu déshumanisante à terme dans leur projet à eux. Donc voilà, ça m'inquiète un petit peu. Parce qu'effectivement, ils cherchent des traces de vie. Marc est tout à fait ça fait partie des buts.
Oui. Je fais pas trop le lien avec le transhumanisme pour l'instant, même si je suis assez fan de te rejoindre sur le sujet, sur le principe. Mais Derrière, c'est de se dire qu'est-ce qui peut permettre à travers nos découvertes, de prolonger à l'infini la vie, et d'une certaine manière, de repousser dans l'idéologie toute forme de vie spirituelle pour mettre en avant que le cœur de la vie n'est qu'uniquement scientifique. Voilà. Oh là là, et derrière, je crois que voilà, il y a des enjeux idéologiques qui ne sont pas négligeables. Et puis, le troisième point que je voulais dire par rapport à la question scientifique, c'est que, bien évidemment, c'est toute la réalité de la recherche scientifique et de ce que nous, humains, nous allons en faire. Et je trouve que, en vous entendant, je me dis, j'espère que cette démarche de collaboration sera positive, mais je me dis, la Chine, demain, quand elle aura peut-être été la première à véritablement s'implanter sur Mars, pourrait très vite dire, Mars nous appartient, et tous ceux qui voudraient y venir, on fera tout pour la défendre, parce que c'est une réalité que l'on vit sur Terre et qui me semble être un peu, malheureusement, dans une forme de notre réalité de pauvreté d'humanité. Juste avant de laisser la parole à David, pour ajouter un fait et contexte du coup, sachez que tout ce qui est conquête spatiale est régi aujourd'hui par un traité qui a été adopté par l'ensemble des États, qui date de 1967. Et l'un des principes de ce traité, c'est la non-appropriation de l'endroit où on va. C'est-à-dire, c'est pas parce que je mets le pied sur l'endroit qui m'appartient. Maintenant, les interprétations sur qu'est-ce que ça veut dire, l'appropriation, ça, c'est un autre sujet. David. Oui, tu présentais que le transhumanisme un petit peu comme quelque chose qui essaie de prolonger la vie ou de rechercher. En fait, je pense que c'est une sacralisation de l'humanité, quand même, aussi. C'est aussi une sacralisation de l'humanité, en fait, le transhumanisme, à l'extrême, d'une façon complètement exacerbée. Et donc, la crainte, et effectivement, il y a une vision transhumaniste, c'est vraiment d'assurer la survie de l'humanité, quoi qu'il en coûte. Que ce soit de conquérir des nouveaux territoires, que ce soit même de transformer l'esprit humain en quelque chose d'informatique pour être sûr que ça continue. Voilà, il y a toute cette lutte. Mais c'est très attaché à l'humain. C'est pas parce que la vie, on a quand même très peu de doutes qu'elle existe certainement dans d'autres univers, vu la quantité de galaxies et tout ce qui existe et le nombre de terres possibles. Donc il est très probable que la vie existe ailleurs. Mais c'est l'humain qui est sacralisé aujourd'hui par les humains. Avec les enjeux spirituels, mais qu'on réserve pour la partie de fin. Tout à fait. Avec la question à ne pas poser d'Anita et Jésus revient. Et je pense qu'il y a quand même un aspect, je reprends le proverbe, l'expression qui dit s'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Effectivement, je pense qu'on est en recherche aujourd'hui d'une direction commune vers laquelle regarder, parce que nos horizons sont un petit peu écrasés là par les enjeux climatiques et tout ça. Alors bien sûr, c'est des questions urgentes à régler. La faim, la maladie, tout ça, mais quand même de pouvoir avoir un horizon plus proche et vers lequel tout le monde regarde et fait, ça nous permet de nous redresser parfois quand même un peu. Ok, est-ce qu'on est mûr pour la question à ne pas poser, qui sera posée néanmoins, puisque n'obéis jamais, Anita. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! Eh bien, je trouve qu'elle tombe à point nommé, puisque la question de ne pas poser, c'est la conquête spatiale. Je vais légèrement la modifier. Quête territoriale ou quête existentielle? Pourquoi je pose la question? Puisque tu veux à chaque fois qu'on explique. Oui, je veux. Pourquoi? Parce que... il faut même que je parle dans le micro. Oui. Ça devient vraiment très exigeant comme émission. On voit bien qu'on est effectivement sur un temps où on va à la recherche de nouveaux territoires. Donc, on a une forme de quête territoriale. Moi, qui me renvoie, je dois avouer, à Christophe Colomb. Alors, vous allez me dire quel grand pas je fais, mais bon, vous comprendrez dans l'état d'esprit. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas là une quête existentielle que tu viens d'aborder d'ailleurs, avec également ce propos de cette recherche qui est de dire que la question est de savoir si la vie ne peut naître que dans des conditions très spécifiques. Tout à fait. Ou au contraire, si elle apparaît dès qu'il y a de l'eau pendant longtemps. Et comment on passe du non-vivant au vivant? Quelles sont les étapes entre le minéral et le biologique? Ça, c'est un des sujets de recherche de cette conquête. Tout à fait. D'où ma question, la conquête spatiale, quête territoriale ou quête existentielle? David.
Oui, c'est pour ça que effectivement, le moteur clé de toute exploration spatiale actuelle, dès qu'on a un bout de caillou quelque part, on essaye de voir s'il y a des traces de vie. Parce que même si on trouve ça très probable statistiquement, quand même, il y a toujours cette question, mais est-ce que vraiment on est une anomalie dans l'univers ? Et une anomalie dans le fait que la vie serait peut-être que sur Terre. Donc une exception. Ça paraît très improbable, mais quand même, on a quand même envie de le vérifier, parce que pour l'instant, on ne l'a pas encore vérifié, mais on a tellement les univers sont tellement vastes. Et donc, il y a des grands espoirs quand même que sur Mars, on trouve des traces. Mais comme je l'ai dit, il y a d'autres endroits dans le système solaire où on pense que les conditions de la vie sont quand même pas mal réunies. Albator. Ok. À travers ce que tu dis, David, mais ce que disait aussi un petit peu Anita, Marc. ça revient. Alors, est-ce que c'est un concept avant tout philosophique ou une réalité scientifique ? La question que je me pose toujours, c'est qu'est-ce qu'on appelle la vie ? La vie dans la dimension humaine. Dans notre réalité d'humain, on voit un peu ce que ça perçoit. Et effectivement, on a envie de se dire, est-ce qu'il y a quelque chose de comparable ailleurs ? Et on se dit aujourd'hui, dans la conquête que nous avons, c'est qu'il y a de la vie, puisque très certainement, au moins sur des dimensions qui ne sont pas de dimensions humaines, mais qui sont des dimensions de la vie, l'existence de bactéries qui montrent qu'il y a aussi des développements, il y a aussi des possibilités. Derrière, même si ça ne me fascine pas, oui, la Terre n'est pas le centre de l'univers. Et l'univers vit en tant que tel. Quelles sont les bases et quelles sont la conception de ce que l'on appelle la vie de l'univers ? Quelles sont la conception de ce qui est quand même absolument fabuleux, de ce qui est tout ce monde des planètes, des étoiles, etc., qui sont, si on les observe, finalement pleines de vie, mais pas de vie au regard de ce qu'est notre réalité de vie humaine. Voilà, c'est des questions que je trouve là intéressantes. Moi, je pensais être le centre de l'univers. Pas moi personnellement, bien sûr. Vous connaissez mon côté très modeste. Tu l'es aussi. Mais enfin, un peu d'humilité ne te ferait pas de mal. Voilà, je le savais. Je l'ai pas volé. En réalité, Chacun son nous nombril. sommes tous le centre. Chacun d'entre nous est le centre de l'univers. C'est tout. C'est tout. Ok, comme ça, c'est bien. On Moi, est je tous pense- d'accord. Euh, Thierry. Moi, je pense que ce sont les deux, une quête terrestre et une quête existentielle. Dans le Enfin, sens où... quelqu'un qui nous ramène à la question quand même. Et quand même. Il est pas mal, hein. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a cette notion, et c'est le côté fascinant que je disais en début d'émission, c'est une découverte de l'homme, ou l'homme qui veut découvrir, l'homme avec un grand H, Ouais. l'homme qui veut découvrir de nouvelles choses. Mhm. Il va explorer des nouvelles choses. Mais il y a une question existentielle dans le sens où, comparé peut-être aux autres découvertes ou aux autres quêtes ou conquêtes terrestres, il y a une notion de comment est-ce qu'on va survivre. Mhm. Dans le sens où, alors oui, Musk, Bezos, etc., c'est un peu affolant aussi au niveau orgueil humain, égo, etc. Mais le constat, il est bon, dans le sens où la Terre, telle qu'elle est et telle qu'elle comment on s'en occupe actuellement, ça va être difficile pour vivre dessus encore plusieurs années. Donc Oui. c'est vraiment cette notion de comment est-ce qu'on va survivre. Donc pour moi, quand on parle de survivre, c'est une question existentielle. Parce Ok. que Bon, j'ai la réponse, mais si vous êtes sage, je vous la donne. On s'intéresse à la Mhm. vie de l'homme, quoi. Donc je dirais que c'est les deux. D'accord. Ok. Savoir aussi quand même que quand on étudie Mars et quand on y va sur Mars, c'est aussi comment comprendre comment le climat de Mars a changé d'une époque où il y avait des mers et où c'est devenu un climat aride. Et l'étude des autres planètes nous aide quand même à mieux comprendre l'évolution possible de la nôtre au vu du changement climatique et tout ça. Donc c'est quand même aussi une recherche d'informations sur la Terre à travers de nos sœurs planétaires. Je vois bien l'appétence et le plaisir et le goût que David a dans la démarche scientifique. Et moi, je dis bravo, j'apprécie bien. Mais je vous ai dit, je suis un rabat-joie. Et par rapport à ce que dit Thierry, j'ai quand même l'impression, Marc. parce que ça me semble être un petit peu aussi une de nos réalités humaines que nous avons à transcender. J'ai quand même l'impression que l'exploration de nouvelles terres, de nouveaux territoires, c'est quand même de se dire comment nous pourrons y habiter, et puis s'il y avait de la vie. Moi, j'ai tendance à dire, tu parlais de Christophe Colomb tout à l'heure, qu'on explore de nouvelles terres, on découvre qu'il y a de la vie, qu'il y a d'autres humains, mais notre tentation, ça sera de dire, colonisons-les.
C'est-à-dire, faisons en sorte qu'ils suivent ce que nous considérons comme devant être la vie sociale. Et voilà, je me dis, est-ce que l'on peut rêver que, dans quelque chose que je ne perçois pas aujourd'hui, s'il y a des découvertes, on ne soit pas dans une volonté de dire « ressemble-nous », mais faisons en sorte que ta différence puisse m'apprendre à vivre autrement pour qu'on vive ensemble. Oula, je vous rejoins pas là. Jésus revient, je pense que c'est le bon moment. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Jésus revient. Enjeu spirituel en tant que croyant par rapport à la thématique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quelques instants encore. Oh, plein de choses, on pourrait dire. Moi je me suis noté aussi des choses, bien sûr. D'abord, je pense Anita. que quand l'homme, ou l'être humain, je préfère dire l'être humain... Ça y est. Allez, prends des leçons de l'expérience. C'est pas Thierry, voilà. En général. Là, il y a de la maturité. Je vais parler de l'être Est-ce un humain. propos qu'il faut lire un petit peu féministe ou pas véritablement comme cela? Inclusif. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est être féministe ou inclusif que simplement parler de l'être humain? Bon, c'est un autre débat. Vas-y. Nous aurons une émission à ce sujet, certainement. Oh purée. Je pense que fondamentalement, dans l'être humain, il y a eu un appel de Dieu à découvrir son environnement. Dans la Bible, une des premières scènes qui est absolument remarquable, qu'on la prenne de façon littérale ou pas, c'est Dieu fait passer devant Adam les animaux. Et il leur demande de nommer les animaux. Eh bien, pour moi, j'ai le début, le prémisse de toute recherche scientifique, de toute démarche d'observation. Et je pense que c'est inscrit dans le cœur de l'être humain, c'est découvrir, c'est nommer les choses, c'est les étudier. Donc pour moi, on est dans quelque chose d'essentiel à l'être humain. Et puis une autre pensée, ça me renvoie quand même à la tour de Babel, où les êtres humains, à un moment donné, ont voulu construire une tour qui s'élevait vers le ciel pour quelque part essayer d'atteindre Dieu. Vous trouvez ça dans l'Ancien Testament. Voilà, c'est ça. Eh bien, d'une certaine façon, je pense qu'il y a les deux démarches qui cohabitent en même temps, à la fois quelque chose de généreux, de positif, qui répond à l'appel intrinsèque de l'être humain, et en même temps, toujours ce désir d'aller chercher ses origines, et pourquoi pas d'essayer de toucher Dieu d'une façon ou d'une autre, que ce soit pour dire qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Ouais, tout à fait. Notamment avec la question sur est-ce que la vie peut apparaître à partir du moment où il y a de l'eau suffisamment longtemps, ou est-ce qu'il y a des conditions spécifiques, et là-dedans, on peut éventuellement y intégrer un intelligent design, donc un créateur, voilà, donc ok. David Je pense que cette recherche de vie et tout ça, c'est un peu une question un petit peu... ça me fait penser à un enfant adopté qui, à un moment donné, au cours de son existence, a besoin d'avoir des réponses sur son origine, de trouver où ses parents ont habité, tout ça, même si, à un moment donné, ses parents biologiques, mais c'est une crise qu'on fait, et à un moment donné, après, on revient, et puis on vit là où on a été adopté. Et je me dis que l'humanité, là, se sent un petit peu orpheline, d'une certaine façon, et cherche un petit peu et ses origines et son avenir. Certains considèrent que c'est avec Dieu qu'il sera bâti, et d'autres se considèrent encore plus nus. Mais on est tous nus quand même, c'est-à-dire qu'on est tous déjà avec l'idée quand même assez probable qu'on n'arrivera jamais à dépasser notre système solaire parce que les distances sont trop grandes. Et donc, il est peut-être probable que la vie existe ailleurs, mais elle nous sera toujours inaccessible, en tout cas en rencontre directe. Ce que je me dis, c'est que voilà, il faut qu'on accepte qu'on est nu, qu'on est orphelin, que l'esprit humain, aussi grand soit-il, et on a cette sensation de grandeur quand même régulièrement, va devoir se contenter de vivre sur cette petite boule bleue et de trouver les moyens de s'arranger pour y vivre de façon durable avec ses frères et sœurs et tout ça. Et de toute façon, on est bloqué sur cette petite bille bleue, et ça, j'en suis assez convaincu, malgré toute la fascination que j'ai pour la technique. Je pense qu'on n'ira jamais très loin au-delà du système solaire. Ok. Je trouve qu'il y a cette idée que... Merci David, Thierry. Que l'homme... que l'être humain a du mal avec tout ce qu'il ne connaît pas et avec l'incompréhension. Et donc, il y a ce besoin de quête ou de conquête pour, on l'a dit, aller toujours plus loin, mais aussi expliquer toujours plus de choses. Et je trouve que là, on a un peu le paradoxe si on est dans une vision que Dieu a créé l'homme et que Dieu a mis l'intelligence dans l'homme, de vouloir toujours plus, mais finalement de pas forcément aussi accepter
tous les mystères qui peuvent se passer. Et il y a aussi, j'en parlais avec un ami hier soir, et il me disait, avec cette conquête de Mars ou de la Lune, il y a vraiment ce truc de dire, on va créer quelque chose d'autre part, et on va pas forcément refaire les mêmes erreurs. C'est, je vais voyager, et ma vie va changer, parce que le contexte est différent, etc. Tu es d'accord avec lui ? Je pense être d'accord avec lui, dans le sens où on est quand même... c'est l'être humain qui habitera peut-être un jour ces autres endroits, mais ça restera l'être humain. Et en quoi est-ce que l'être humain serait meilleur sur un autre endroit qu'il l'est sur Terre, que ce soit dans les relations humaines, mais que ce soit aussi sur la gestion de la Terre ou de cette nouvelle Terre. Ok, en tout cas, le message biblique, à mon avis, est très clair là-dessus. C'est que la nature humaine va rester, en gros, telle qu'elle est, intrinsèquement, bien sûr, même s'il est appelé à se développer. En tout cas, d'après ma compréhension du message biblique. Moi, j'aurais envie... 5 minutes. Ce n'est pas obligatoirement l'objet d'une émission de radio, mais j'aurais envie de rendre grâce, de faire louange. Parce que finalement, comme depuis le départ de ce que l'on essaie d'identifier de notre humanité, nous observons, chaque fois avec des découvertes nouvelles, la grandeur de la création. Et qui, pour moi, cette création, c'est le projet d'un Père créateur que j'appelle Dieu, auquel je crois, par la dimension d'amour qu'il nous donne. Et à chaque fois, on découvre de manière fascinante ce qu'est la réalité de cet univers en tant que tel. Et pour faire vite, j'ai 2 images. Je me dis, oui, en particulier quand je suis petit, mais je peux encore aujourd'hui être fasciné quand je lève ma tête le soir et que je vois ce monde devant moi que je ne connais pas, mais qui est certainement plein d'interrogations fabulées, qui fait partie de la création à respecter. Et en même temps, on le disait tout à l'heure, fasciné par les photos ramenées de la station spatiale qui montrent la beauté de notre Terre. Je dis oui, cette création, ce don de Dieu, quelle beauté, merci pour ce cadeau. David ? Je repensais à 2 références bibliques. Il nous reste 3 minutes. L'une qu'a mentionné Anita, c'est-à-dire ce texte de la Genèse qui parle de cet Éden, ce jardin dans lequel l'homme et la femme ont été créés au milieu des animaux, et puis voilà. Et puis cet appétit insatiable de comprendre, de savoir, qui l'amène à dépasser, à quitter ce jardin et à partir un petit peu... de façon plus erratique dans le vaste monde. Et je pense que ça montre bien cette tension d'un homme qui peut tout avoir, qui peut être heureux, mais qui arrive surtout à inventer son insatisfaction permanente, et qu'il y a vraiment quelque chose de problématique et de congénital dans l'homme, c'est de ne pas arriver à, comme tu dis, à louer ce qui est là, et simplement à se plaindre de ce qu'il n'a pas. Et l'autre texte qui est en miroir avec ça, c'est la parabole du fils prodigue, qui montre justement que un enfant qui voulait sa part d'héritage et voulait vivre dans la vie, vivre dans le vaste monde, est parti, a brûlé son argent. Et à un moment donné, il repart, il veut rentrer, et il a honte de le dire à son père, et son frère cadet est très dur avec son frère en disant mais il est parti, maintenant pourquoi est-ce que tu l'accueilles? Et l'image du père accueillant, c'est de dire oui, c'est une fête qu'il revienne. Et moi, je rêve de cette humanité, et peut-être qu'on est à une phase critique de la vie de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, où en fait, on a des moyens techniques, on voit un petit peu ce qui se passe, on a une terre qui souffre, on est vraiment menacé dans notre existence même dans les siècles qui viennent, et il va falloir réinventer, en fait, avec Dieu ou sans Dieu, certains décideront, ce bonheur de vivre ensemble, simplement, et d'une façon sobre, mais qui continue à faire honneur à l'intelligence et à la création. La Bible appelle ça les nouveaux cieux et la nouvelle terre, non? Oui. Ok. On termine, en fait, là, tranquillement. Je sens un ton très apaisé, là. Peut-être suite à la louange. Allez, on termine. Thierry, quelque chose à rajouter d'un point de vue spirituel? Sois spirituel, s'il te plaît.
Ok, je vais essayer. Non, je rejoins ce qu'a dit Marc, en fait, dans cette fascination, et c'est la première chose qui m'est venue, ce qu'on parlait en début d'émission quand on a vu le thème, c'est que quand on voit les photos, par exemple, de Thomas Pesquet, mais là on est un peu cocorico franco-français, il y a d'autres belles photos aussi, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique, et cette terre qui a été créée, moi ça me pousse aussi dans cet état d'esprit de dire merci, parce que c'est ça, dans cet état d'esprit de louange. Et quand on parle de la Bible, il y a un livre qui s'appelle les psaumes, et qui est gorgé juste de mots pour dire merci pour cette terre, merci pour cette création dont Dieu a donné aussi à l'homme ce mandat d'en prendre soin, etc., etc. Donc moi je veux retenir cette fascination et cette beauté en fait qu'on voit à travers ces photos, et sans cette exploration spatiale on n'aurait pas ces photos, donc je trouve ça très fascinant. Un dernier mot peut-être. Il est dit dans la Bible que Dieu parle à travers sa création et que c'est aussi un des moyens de le rencontrer. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce fabuleux voyage intersidéral. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Bye. Ciao.